La suite et la fin avec nos chers invités Achraf Ouro-Sama, Robert Kossiga à côté et Georges Ho. Le Togo ne bénéficie plus de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Il a été suspendu depuis le 1er février 2023 à raison de la non-publication des rapports de l'exercice fiscal de 2020. Cette mauvaise nouvelle est tombée au moment où le pays ambitionne d'attirer plus d'investisseurs pour mieux rentabiliser son potentiel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on pose cette question à Georges Ho, ou bien qui veut la prendre. C'est quoi l'initiative pour la transparence des industries extractives? C'est quoi l'initiative? Vous voulez prendre la question? Non, je crois que l'initiative, vous savez, à l'échelle internationale, surtout dans le domaine industriel, vous avez un certain nombre de normes qu'on appelle des normes standardisées qui permettent d'accroître la transparence dans des secteurs où il y a des enjeux financiers extrêmement importants. Et donc, quand on prend le domaine de l'industrie extractive, vous savez, le maire est là, je crois qu'il touche du doigt un certain nombre de secteurs d'activité. Donc, ce sont des domaines où les enjeux sont extrêmement importants. Et donc, l'État a l'obligation, c'est l'État même qui sollicite souvent l'expertise de ces organisations qui excèdent dans des normes de venir appuyer l'État pour accroître l'obligation de redevabilité, la transparence. Et donc, pour bénéficier de l'expertise internationale aussi, c'est très simple. Vous devez aussi vous soumettre à un certain nombre d'obligations, c'est-à-dire la publication des rapports réguliers. Et donc, l'inobservation de ces obligations entraîne quoi? Un certain nombre peut-être pas de sanctions entre guillemets, peut-être de rupture. Disons que vous n'allez plus bénéficier de l'expertise. Et donc, je crois que si on veut construire un État prospère, on a besoin de ces experts à l'échelle internationale pour nous permettre vraiment d'accroître notre prospérité. Parce que vous savez très bien que l'industrie aujourd'hui est au cœur de l'économie togolaise. Le chef de l'État le dit à chaque fois dans ses discours. Et donc, à l'échelle mondiale, on parle du déclin de l'économie de services et que c'est l'industrie qui revient. Et donc, si l'industrie revient, également, c'est avec un cadre juridique bien établi. Et donc, moi, c'est dommage qu'on constate que le Togo n'a pas produit ce que vous appelez le rapport fiscal. Et donc, aujourd'hui, nous sommes épinglés et il y a une brouille. Donc, nous ne bénéficions plus de cette expertise. Donc, moi, je crois qu'il appartient à l'État togolais de prendre des situations le plus urgentes possible pour régulariser notre situation auprès de cette institution afin de bénéficier de l'apport en expertise en certain nombre de choses pour accroître l'obligation de redevabilité et la transparence dans ce domaine. Alors, Georges Ho, maintenant à vous la parole. J'ai lu quelque chose sur les réseaux sociaux. Nous avons des problèmes liés au terrorisme au Togo. C'est quelqu'un qui l'a écrit, qu'il nous laisse pour cette fameuse initiative pour la transparence dans les industries extractives. Ça veut dire qu'on a d'autres choses à faire que de produire des rapports? Michel, avant de prendre la parole et parler de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, je voudrais nous interpeller parce qu'il faudrait que chacun joue sa partition. Hier, j'étais sur le grand stade de Palimé, et j'ai assisté à un match d'Umbe Kotoko, impuissamment devant un arbitre, je crois, son nom, si je me rappelle bien, ça doit être Amevor Stéphane. Et je pense que c'est des choses vraiment à relever à tous les niveaux. Parce que vous voyez, c'est des niveaux, un certain niveau d'arbitrage qui met en danger, qui met en danger le football togolais. Donc tout le monde a joué son rôle. Exactement. Parce que je voudrais faire le rapport aussi. Parce que exactement, parce que aujourd'hui on parle de la Cour des comptes avec ceux qui ont géré le fonds Covid. Et peut-être hier, aujourd'hui, on parle de ITIE. Il faut aussi en parler dans d'autres secteurs. Il faut relever quand même la capacité, renforcer la capacité de ces gens-là. Ils veulent bien faire peut-être, mais il faut renforcer leur capacité. Il faudrait des gens qui sont sur le terrain et qui les évaluent et qui
permettent à leurs chefs, à ceux qui coordonnent, organisent, animent la structure des arbitres de relever le niveau pour que nous puissions regarder à l'international nos arbitres dans des grands matchs, des grandes rencontres pour faire la fierté de notre pays. Maintenant, pour l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, c'est en fait un mécanisme pour la prévention des transactions malhonnêtes au niveau des industries extractives. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné éviter les rapports frauduleux que ces industries-là font à la fin de chaque exercice et aussi lutter contre le détournement de fonds. C'est-à-dire que les industries extractives doivent verser au trésor de notre pays un certain nombre de montants, je peux l'appeler ristourne, en fonction de l'extraction qu'ils avaient fait. Mais à un moment donné, ils peuvent négocier avec un certain nombre d'autorités, un certain nombre de personnes, des privés, pour qu'ils ne puissent pas payer les 100% de ce qu'ils doivent verser à l'État. Et donc, ce qui va encourager quand même la corruption à haut niveau. Vous devez le savoir, dans ces milieux-là, il y a la corruption à haute dose. Donc, il va falloir effectivement réduire la corruption. Et il va falloir, à travers la réduction de comptes. Vous avez lu quelque chose tout à l'heure que nous sommes en face du terrorisme et le rapport de Itieux ne nous intéresse pas. En fait, Itieux, c'est un propos que j'ai lu. Oui, Itieux, en fait, c'est des normes internationales qui permettent aux pays qui ont à leur sous-sol les miniers, que ce soit au niveau du pétrole, gazier, etc., tout ce qui on extrait du sol, et qui permet à ces gouvernements-là de ne pas, que les gens ne puissent pas mettre la main sur les ressources de tout un pays, et qu'il n'y a pas certaines personnes là qui bénéficient seulement des recettes des extractions, mais que le pays tout entier bénéficie de ce qu'on est en train d'extraire, parce que quand on extrait nos minéraux, quand on extrait nos sous-sols, ça veut dire que nous sommes en train d'être privés de nos ressources. Et ces ressources-là doivent être affectées dans des secteurs improductifs tels que la santé, l'éducation, etc. Mais si on extrait nos sous-sols et que ça rentre dans le compte d'un seul individu ou bien de certains individus, vous voyez que le pays sera privé des ressources dont il a besoin pour gérer le pays, pour payer les fonctionnaires. Donc l'initiative est là pour faire le rapport. Pourquoi on doit faire le rapport? Parce qu'il y a un certain nombre de choses que moi, en tant que citoyen lambda, je ne maîtrise pas en matière d'industrie extractive. Donc, eux, ils produisent des rapports pour que ce soit les organisations civiles, que ce soit le citoyen lambda qui ne maîtrise pas grand-chose dans le secteur extractif, puisse comprendre ce qu'on est en train de faire au Togo. Exemple, je dois savoir qu'aujourd'hui, on a extrait une superficie d'1 hectare de phosphate, et ça permet au Togo d'avoir un certain nombre de montants en français facile. Et ça me permet aux citoyens, ou bien ça permet aux citoyens, aux organisations civiles de faire un contrôle sur les actions que mène l'État d'une partie et ces industries extractives. Les parlementaires également. Oui, bon, pour eux, pourquoi pas. Donc, aujourd'hui, c'est très important pour nous d'avoir les rapports. Ces rapports-là sont des rapports qui nous permettent de savoir si les choses sont bien gérées
au niveau des industries d'abord et au niveau sans rapport, ça cache quelque chose. Non, sans rapport. En fait, sans rapport ne veut pas dire automatiquement que ça cache quelque chose. Mais le rapport nous permet, plutôt le rapport nous permet de suivre. Le rapport ne permet, sans rapport, je voudrais rappeler, sans rapport ne permet pas de dire automatiquement qu'il y a détournement de fonds. Mais le rapport, la réédition de comptes est très importante et le Togo a souscrit à cette initiative-là pour pouvoir faire des rééditions de comptes. Et ça s'impose maintenant, puisque qu'on a souscrit, ça s'impose à nous maintenant de le faire. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit comparer le terrorisme et le rapport de l'ITIE. Sur les réseaux sociaux. Alors, Robert Kossiga à côté, il faut souligner que les responsables de l'organisation ont précisé que la suspension du Togo sera automatiquement levée si le rapport est publié dans les 6 mois suivant la date limite de rapportage. Alors, nous, ce qui nous intéresse, pourquoi le rapport n'a pas été produit? Ça fait la deuxième fois que le Togo rate d'être dans les normes du rapport. Je crois cela a eu lieu en 2017, je crois. Qu'est-ce qu'il explique? Moi, je dis, c'est le lieu où le chef de l'État et tout son gouvernement doivent sanctionner des gens. Parce que le Togo a souscrit à cette initiative internationale. Ça voudrait dire que les règles qui régissent le fonctionnement de cette structure-là doivent être respectées. Et puis, ce sont des cadres qui ont été peut-être nommés ou recrutés pour faire fonctionner alors la représentation de cette initiative ITIE au Togo. Et pour vous, ça cache quelque chose? Non, pas ça cache, mais c'est peut-être une négligence. Une négligence. Parce que vous savez, si vous êtes recruté pour un travail donné, et il ne suffirait pas de faire le travail, il faut aussi le faire à temps. Nous avons souscrit à l'ITIE, on doit respecter les règles qui sont dictées par l'ITIE, parce que c'est une structure internationale. Pourquoi les gens qui sont recrutés ou qui font fonctionner l'ITIE, la représentation de l'ITIE Togo, n'ont pas alors fourni ce rapport à temps? Donc moi je crois que c'est la question qu'on oui, le gouvernement doit sanctionner. C'est-à-dire il y a ce manque de sanctions qui tombe sur les fonctionnaires de l'État. Ce qui fait que chacun à son niveau fait de rétention de traitement des dossiers. Et cela n'honore pas le Togo à l'international. C'est moi qui vous dis la vérité. Ça n'honore pas le Togo. Et puis ça sape le moral ou ça sape l'effort que déploie par exemple la diplomatie togolaise sous l'égide du président. Voilà, sous l'égide et puis sous l'égide du professeur Robert Doucet, du président de la République. Les gens ne peuvent pas se battre pour faire venir des investisseurs au Togo et pour ces structures internationales, les Togolais qui sont alors commis là-bas pour travailler ne vont pas faire le travail qui leur est dévolu. À la fin de chaque mois, ils prennent leur salaire. Ce n'est pas bon. Ensuite, l'ITIE est important, très important pour le Togo parce que ça permet à tous les Togolais de connaître le volume que alors extrait chaque année chaque usine dans les localités du Togo. Autrement dit, et puis ça permet la transparence surtout ça. Et puis ça permet combien revient à la fiscalité togolaise et combien revient alors aux autorités locales, à la localité dans laquelle alors ces ressources ont été extraites. Je vous donne un exemple. Je sais que ça vous tient à cœur. Je sais que vous allez donner des exemples. Je vous donne un exemple. Le président de la République, je crois il y a 2 ou 3 ans, a créé une commission tripartite. Voilà, qui alors engage l'État, les usines ou l'entreprise extractive, plus la communauté locale. Donc c'est-à-dire la commune. La commune, il y a l'État et il y a aussi l'industrie. C'est-à-dire quoi? Quand l'industrie produit, fort de ce rapport de l'ITIE, après avoir payé l'impôt, il y a quelque chose qui doit revenir à la localité, qu'ils doivent normalement... Vous voulez parler de quelle localité? Non, de toutes les localités. De toutes les références à quelle localité? Non, par exemple à Tablibo, par exemple à Atomé, par exemple à Tagbati, par exemple à Haote, à Koumapé, où on extrait du phosphate, où on extrait le calcaire. Il y a une partie qui doit revenir aux communes dans lesquelles alors on extrait alors ces minerais-là.
Bon, pour Scan Togo, qui a dit non, moi je vais prendre les fonds et bâtir des infrastructures pour alors ces zones-là. Il y a Wassem qui verse alors la commission qu'il faut à la commune dans laquelle se trouve son usine pour que voilà des travaux d'ordre général soient effectués. Donc moi j'ai dit c'est des choses à encourager. Mais malheureusement par exemple quand je prends Scan Togo qui a dit il va prendre les fonds là pour bâtir des infrastructures à l'avantage des populations, il n'a jamais fait. À part un seul marché qui est construit, mais le marché là est déjà délabré, il n'y a plus rien. Scan ne verse plus rien à la commune de Yoto 3, par exemple, ou de Yoto 1. Pourquoi on ne dit rien? C'est justement faute de ces rapports. Ces communes vont se baser sur quoi pour réclamer quoi? Or, c'est un décret présidentiel qui a créé cette commission tripartite que ne respecte pas Scan Togo. La fois dernière, vous devez lire sur les réseaux sociaux qu'il y a Wassem qui a versé 40 millions à la commune de Yoto 1. Voilà, c'est fort de cette redistribution de biens-là qui a poussé Wassem, fort de ces rapports de litigieux, pour verser les 40 millions à la commune de Yoto 1 pour alors les infrastructures de base. Donc moi je dis, c'est quelque chose à encourager, il faut sanctionner les gens qui ont omis de faire ce rapport et qui alors affichent une mauvaise image. Voilà. Alors, et puis je voudrais aussi revenir sur quelque chose. Oui, en attendant, je voudrais l'acheter parce que nous sommes à la fin. Non, pas du tout, il reste du temps. Ashraf Ouro-Sama, alors le Togo est membre de cette structure internationale, on le sait, de droit norvégien depuis 2013, quand on fait les calculs, ça fait 2 fois que le Togo rate ce rapport. C'est peut-être parce que la première fois on n'a pas pris des sanctions que cela se répète, vu l'importance dégagée tout à l'heure par Robert Kosiga à côté. Oui, non, mais les sanctions ne sont pas aussi contraignantes que ça, parce que quand vous sollicitez l'expertise d'une organisation de cette nature, la marge de manœuvre de cette institution-là, elle est quand même limitée. Mais c'est le Togo qui a tout à gagner de bénéficier de l'expertise de l'ITI. Et quand Robert Kosigan le décrivait, au-delà de l'obligation légale d'une entreprise légale de verser des sommes à la commune ou à la communauté ou à l'État de manière générale, il y a également la responsabilité sociale de l'entreprise. Il y a la responsabilité sociale de l'entreprise qui contraint toutes les entreprises qui opèrent dans le domaine également de construire des infrastructures, des écoles pour venir en aide des communautés. Mais aujourd'hui, vous avez des acteurs du domaine qui ont décidé délibérément de ne pas produire des rapports, ce qui veut dire qu'il y a des non-dits. Il y a des transactions financières, pour reprendre l'expression de mon cher aîné Eo. Donc il y a des transactions financières aujourd'hui qui ne sont pas lisibles et que des gens ont tout à gagner aujourd'hui de cacher cela. Donc, comme je l'ai dit, le Togo a tout à gagner. Nous n'allons pas continuer comme ça. C'est-à-dire, nous devons avoir le sens aigu de l'intérêt général. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans un secteur, nous devons obligatoirement produire des rapports. Et le but d'un rapport, c'est quoi? C'est de produire, c'est d'avoir une idée, c'est-à-dire la traçabilité des activités menées. Et nous sommes plus de 8 millions d'habitants. Ce sont les rapports qui permettent, par exemple, à l'Assemblée nationale, aux organisations de la société civile de faire le contrôle de l'action gouvernementale de certains nombres d'entreprises. Maintenant, si vous avez des entreprises privées qui viennent contracter avec l'État, qui exploitent le minerai, je suis désolé, ça s'appelle quoi? La nature de ce contrat, c'est un contrat administratif. Et donc, en droit administratif, l'État dispose ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle en droit les clauses exorbitantes du droit commun. C'est-à-dire, en vertu des clauses exorbitantes du droit commun, l'État peut décider de rompre unilatéralement un contrat lorsqu'il y a des motifs légitimes. Et aujourd'hui, s'il y a des entreprises privées qui décident délibérément, en connivence peut-être avec des acteurs nationaux, de ne pas produire des rapports, je suis désolé, il faut sanctionner les acteurs nationaux, mais ces entreprises, il faut résilier des contrats. Il faut résilier des contrats, mais sur des motifs légitimes, parce que vous savez très bien qu'il y a des moyens non juridictionnels de résolution des litiges et des tribunaux sur le plan international qui peuvent condamner aussi l'État pour rupture abusive du contrat. Donc aujourd'hui, il y a des motifs légitimes. Si on ne produit pas des rapports, de produire l'État. Donc, je crois qu'il doit y avoir une sortie médiatique très urgente du gouvernement pour situer l'opinion sur cet aspect. Parce que je trouve ça extrêmement grave quand on sait très bien que les enjeux financiers dans ce secteur-là sont extrêmement importants. On va exploiter une partie. Je vais chuter très vite, puisque vous avez cité
une sortie médiatique de l'un de nos concitoyens, ça me fait extrêmement rire. C'est vrai qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le terrorisme et puis l'obligation de produire des rapports et le terrorisme. Mais ce qu'il oublie, on finance l'effort de guerre avec quoi? Avec de l'argent. Et aujourd'hui, dans ce domaine-là, l'État, il y a un véritable manque à gagner. Donc, ce qui veut dire que l'État perd de l'argent. Et donc, c'est l'obligation de redevabilité qui permet à l'État de faire des recettes fiscales. Et avec les recettes fiscales, l'administration fiscale qui est notaire peut également accompagner l'État dans le financement de la lutte contre le terrorisme. Alors, Georges Ewo, on va exploiter une partie du développement de Ashraf Orosama. On sait que normalement, chaque année, les industries extractives déclarent des paiements qu'elles ont effectués à l'État, donc font aussi des rapports sans doute. Le rapport dont on parle aujourd'hui, est-ce que c'est au gouvernement de le faire ou c'est à ces industries de le faire? En fait, Michel, c'est la grande interrogation dont personne n'en parle. Je peux aller plus loin pour poser la question, comment doit-on faire ce rapport-là? Et pourquoi ça bloque? Parce que quand vous posez ces questions-là, ITIE même ne nous dit pas qu'est-ce qui l'empêche de faire le rapport. Parce que c'est ITIE de faire le rapport. Ce ne sont pas les industries de faire leurs états. En fait, les informations doivent provenir de ces industries-là. Est-ce que l'ITIE a sous son contrôle toutes ces industries? Exactement. Le système avec ITIE, c'est de travailler avec les industries pour pouvoir donner des informations aux communs des Togolais. Et dans le processus, les sociétés civiles sont associées de telle manière que, comme le Robert Kosigan l'a dit, l'État même veille, la communauté est dedans, pour que, en fin de compte, que le rapport soit produit à l'échelle nationale et internationale. Ça permet à terme de dire qu'au Togo, il y a tel volume de phosphate qui a été produit et ça a une valeur de tel montant. Et là, on voit le montant ou bien la recette faite par l'industrie extractive et le montant qu'il a payé au trésor togolais. Et on fera les rapprochements entre ces deux montants-là pour savoir si les industries paient normalement ce qu'ils doivent payer. Mais c'est là où il y a les évaluations. On évalue les informations fournies et la méthode des transactions entre l'État togolais et l'industrie extractive. Et l'ITIE est une structure indépendante, une structure à la dimension mondiale qui fournit ces renseignements-là à toutes les parties prenantes. Mais il se fait que l'ITIE n'arrive pas à produire le rapport, c'est-à-dire ITIE Togo, parce qu'il doit y avoir ITIE Nigeria, ITIE, etc., pour produire les rapports. Mais le rapport n'est pas produit. Qu'est-ce qui bloque? Normalement, c'est ITIE de nous dire que pour des raisons, ces motifs-là, nous n'arrivons pas à produire le rapport parce que vous devez savoir, ou bien vous confirmer avec moi tel que c'est dû, que ce qu'il a déjà dit. Produire un rapport, les Togolais aussi peuvent nous dire pourquoi ils n'ont pas produit le rapport. C'est ITIE Togo qui va produire le rapport. Ce n'est pas l'État togolais, c'est pas l'État togolais de produire le rapport. Non. On estime que ITIE est une structure impartiale. Voilà. C'est une structure d'envergure mondiale, comme ce que nous connaissons dans les autres normes de qualité, comme les normes ISO, etc., qui font des audits, des évaluations, des vérifications avec ce qui est sur le terrain et ce qui
est sur les papiers, afin de dire que telle structure répond au système. Par exemple, si nous prenons ISO 9001, par exemple, on dira que la structure respecte les normes selon les systèmes de management de qualité. C'est un exemple. Mais ici, il s'agit que ITIE Togo doit produire les rapports sur toutes les activités en matière d'extraction au Togo. Donc ce n'est pas l'État togolais en réalité qui a manqué de produire le rapport, ni les industries extractives. Donc ça veut dire qu'il y a un problème que ITIE Togo doit nous expliquer pour nous dire que exactement c'est à cause de tel est-ce que le rapport n'a pas été produit. À expliquer. Ah oui, puisque c'est le gouvernement qui a nommé les gens qui animent ITIE Togo. Donc, je crois que leur émolument est assuré par l'État togolais. Donc l'État togolais a le droit de demander des explications à ces cadres-là. Maintenant, cela dit... Vous avez voulu ajouter quelque chose? Oui, bon, ce que je voudrais ajouter, ça peut aussi venir de cette façon que peut-être les industries n'ont pas vite produit de bons rapports à ITIE. Quand ITIE sent que le rapport qui leur est produit ne cadre pas avec la réalité, ça peut aussi faire en sorte que pour cherchant la vérité, ça peut traîner parce que vous savez, les investisseurs cherchent toujours à faire de bonnes affaires sur le dos de l'État. Seuls eux savent combien de tonnes de minerais elles ont extrait. Voilà, donc tout ça peut compliquer ce manque, peuvent compliquer la réalisation de ce rapport. Cela dit, je voudrais revenir un peu sur la sanction qui a été imposée à Tampa Express. Un des nôtres, mon cher ami Francisco Napokura, que je salue ici. Je voudrais aussi dire que... Il n'y a pas que Tampa Express. Et Liberté aussi. Je voudrais appeler les deux parties à plus de compréhension, à plus de conciliation. À plus de conciliation, parce que vous savez, aujourd'hui, quand un média est sanctionné dans un monde, dans un pays, ça fait le tollé partout dans le monde. Et ça ternit un peu l'image du pays. Parce que vous savez, les médias sont le quatrième pouvoir. Quand on sanctionne un média, les gens ne cherchent plus à l'international. Les gens ne cherchent plus à l'international de comprendre, à savoir si ils ont fauté ou pas. Oui, le journaliste a toujours raison. Mais à voir les efforts que déploie le gouvernement togolais, je prierai la HAC d'utiliser la voie du dialogue et de conciliation pour amener toujours les journalistes à respecter la déontologie de leur métier, que d'aller par les sanctions, cela fera mal à l'image du Togo. C'est le terminus. Voilà. Le PDP va bien? Non, le PDP se porte très en bien. 25 secondes. Non, le PDP se porte très bien. J'étais sur un média chez vos confrères la dernière fois, où j'ai eu le temps de dérouler notre feuille de route. Vous savez très bien qu'il y a des élections en décembre. Et donc, du coup, nous allons prendre nos fonctions dans les commissions électorales locales indépendantes. Nous avons un député à l'Assemblée nationale, nous siégeons également à la CENI. Et donc, nous avons des défis à relever. Et donc, du coup, nous avons une commission spécialisée au niveau du PDP pour retenir des candidatures sur des critères objectifs. Donc, c'est pour dire tout simplement que la transparence et l'obligation de redevabilité au sein du PDP est une réalité. Donc, c'est pour vous dire que le parti se porte très bien. Très bien. Et donc, les défis, nous savons très bien que la concurrence, elle est extrêmement forte, mais il faut faire preuve de courage et de détermination au quotidien pour avoir des résultats électoraux tangibles à l'avenir. L'homme politique est en train de rire, hein. C'est pas pourquoi. On sait aussi que Kélé se prépare ardemment pour les élections à venir. Tout va bien, en 30 secondes. Oui, en fait, on se prépare, sauf que PDP n'a pas parlé des élections régionales. Non, c'est ce que j'ai dit, les élections régionales. Il pas de décembre. C'est régional, oui, de 10 décembre. A priori, peut-être qu'il peut y avoir un glissement. Ah d'accord, là si c'est décembre. Oui, il peut y avoir un glissement. Donc en fait, Clé se porte bien. Nous sommes contents parce que nous sommes en train de se préparer pour notre congrès cette année et puis préparer les deux élections régionales et législatives. Et nous savons que, comme il a dit, le match est serré et nous avons toutes nos places pour sortir victorieux dans ces... Alors, rassurez-vous, c'est la fin.
s'il vous plaît. Non, Le j'anticipe temps pour est dire- contre nous. non, À très bientôt. Le temps est contre nous, malheureusement.